Bonjour chers étudiants, nous continuons toujours notre cours sur le théorème de Gauss et on passe aux applications. La première application auquel on va s'intéresser, c'est le cas d'un fil infini uniformément chargé. Donc soit un fil infini uniformément chargé avec une densité linéaire de charge lambda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la densité linéaire lambda est une constante. Comment on obtient ceci? C'est en prenant une charge Q et on la distribue de la même manière sur tout le fil. On va travailler ici avec les coordonnées cylindriques qu'on va noter R, θ et Z de base ER, Eθ, EZ. Comme on le voit sur le schéma, le plan Pi1 contenant le fil et le point M est un plan de symétrie, parce que chaque point, son symétrique, c'est lui-même. Le plan Pi2, qui est perpendiculaire sur le fil et passant par le point M, est aussi un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que le fil est infini, donc le plan Pi2, il divise le fil en deux. Et donc chaque charge Q sur le fil a son symétrique de l'autre côté sur le fil. Et puisqu'on sait que un champ électrique calculé en un point M qui appartient à un plan de symétrie, ce champ-là est inclus dans ce plan. Donc le champ E appartient à l'intersection des deux plans Pi1 et Pi2. Et comme on le voit sur le schéma, les deux plans ont le vecteur ER en commun. Et donc le champ électrostatique au point M, il va être selon ER. D'où on écrit E en M qui est égal à E au point M selon le vecteur ER. Puisque la distribution des charges est uniforme sur tout le fil, alors lorsqu'on fait une translation selon OZ, c'est-à-dire en changeant la variable Z, la distribution de charges ne change pas. Donc, on dit qu'on a invariance par translation selon Z. D'où le champ E sera indépendant de la variable Z. La distribution aussi est invariante par rapport à la rotation autour de l'axe OZ, c'est-à-dire en changeant θ, puisque le fil, c'est comme un petit cylindre de rayon très petit. Et donc le champ E sera indépendant de θ. D'où on déduit que E ne dépendra que de la variable R. D'où finalement on écrit que E il ne dépend que de R et il est selon le vecteur unitaire ER. Alors, on peut déduire qu'on a une symétrie cylindrique. C'est pour cela on choisit comme surface de Gauss un cylindre avec ses deux bases pour avoir une surface bien sûr fermée. Ce cylindre-là, il a comme axe OZ, de rayon R et de hauteur H quelconque. Donc le flux de E à travers le cylindre de Gauss, c'est le cylindre fermé qu'on a choisi, il peut s'écrire comme étant l'intégrale double sur SF de E scalaire ds. Donc SF peut être divisé en trois surfaces. C'est les deux bases qui sont les deux disques SB1 et SB2 et la surface latérale SL. Donc phi, il est égal à l'intégrale double sur SL de E dsL plus l'intégrale sur SB1 de E scalaire dsB1 plus l'intégrale double sur SB2 de E scalaire SB2. Avec ici l'intégrale double sur SB1 de E dsB1, c'est le flux de E à travers le disque de la base supérieure du cylindre. L'intégrale double sur SB2, c'est le flux de E à travers le disque de la base inférieure du cylindre. Et l'intégrale sur SL, c'est le flux de E à travers la surface latérale du cylindre. Or,
L'élément de surface dsB1 s'écrit comme étant R dr dθ selon EZ. Et dsB2, c'est la même chose mais avec un signe moins, puisque toujours les surfaces fermées sont orientées vers l'extérieur. Et puisque E, il est porté par ER, et le produit scalaire, bien sûr, ER scalaire EZ, il est égal à 0, alors E scalaire dsB1, il est égal à E scalaire dsB2 égale 0. Et donc le flux à travers la surface totale du cylindre, il va se limiter au flux à travers la surface latérale. Et puisque ds latéral, il est égal à R dθ dz selon ER, alors le flux à travers le cylindre de Gauss, il s'écrit comme étant ER fois R fois dθ dz, et puisque E ne dépend ni de θ ni de z, alors le flux il va être égal à 2πRH fois E. Bien sûr, on a fait l'intégrale sur θ et on a obtenu 2π, et l'intégrale sur z, il a donné h, d'où le résultat de πRH fois ER. Et on mentionne ici que 2πRH, ce n'est que la surface latérale du cylindre de Gauss. Pour calculer la charge à l'intérieur du cylindre de Gauss, on va se limiter aux charges qui se trouvent à l'intérieur de ce cylindre-là, c'est-à-dire la partie du fil qui est à l'intérieur de ce cylindre, c'est-à-dire de longueur h. Et donc, on peut écrire que Q intérieur, il est égal à l'intégrale de lambda dz. Et puisque la lambda, c'est une constante, donc il va être égal à lambda fois la longueur du fil qui se trouve à l'intérieur du cylindre, c'est-à-dire lambda fois h. Et d'après le théorème de Gauss, on aura phi égale Q intérieur, c'est epsilon 0. Phi, c'est 2πRH fois E. Et Q, c'est lambda h, donc divisé par epsilon 0. Ce qui permet de donner le champ créé par un fil infini sous la forme E qui est égal à lambda sur 2πr epsilon 0. Et bien sûr, il est selon ER comme on a dit au départ en étudiant les symétries. Voilà, c'est tout pour cette première application. Et on passe à la deuxième application pour laquelle on s'intéresse à l'étude du champ électrostatique créé par un cylindre infini chargé uniformément en surface. Donc, considérons un cylindre d'axe OZ de rayon R et de longueur très grande, c'est-à-dire que L il est très grand devant R. Ce cylindre-là, il est uniformément chargé en surface avec une densité surfacique sigma. Puisqu'on a le cylindre à une distribution uniforme de charge, alors on peut dire que sigma c'est une constante. Et puisque L il est très grand devant R, on peut considérer le cylindre comme étant infini. Et comme le cas du fil qu'on vient d'étudier, les plans M, ER, EZ et M, ER, Eθ, qu'on a appelé dans la première application π1 et π2, sont des plans de symétrie de la distribution de charge. Et donc le champ E est porté par leur intersection, c'est-à-dire il est selon ER. Et comme on a vu pour le cas d'un fil infini, la distribution de charge sur le cylindre infini est invariante par translation selon Z. Et lorsqu'on fait une rotation par un angle θ, la distribution aussi de charge ne change pas. Donc, on a invariance par rotation selon θ, d'où E ne dépend ni de Z ni de θ. Ainsi, on peut écrire que E, il dépend seulement de R. Et d'après les symétries, E il est selon ER, donc finalement on écrit E, il ne dépend que de R et il est selon ER. Puisqu'on a la symétrie cylindrique, on va choisir comme surface fermée de Gauss le cylindre de même axe que le cylindre chargé, mais il a un rayon petit r et une hauteur h quelconque. Le seul cylindre qui porte les charges ici, c'est le cylindre de rayon R majuscule. Le flux
de E à travers le cylindre de Gauss qui a comme rayon R minuscule, il s'écrit comme étant le flux de E à travers la surface latérale, plus le flux de E à travers la base 1, plus le flux de E à travers la base 2. Et puisque sur les deux bases, on a dsB1, c'est égal à R dr dθ EZ, et dsB2, c'est égal à moins R dr dθ EZ. Alors, E scalaire dsB1, il est égal à E scalaire dsB2, c'est égal à 0. Et sur la surface latérale, on a dsL, c'est égal à R dθ dz selon ER. D'où le flux de E à travers la surface de Gauss, qui est un cylindre ici, il est égal à l'intégrale double de E fois R dθ dz, tel que θ varie entre 0 et 2π, et Z, il varie entre 0 et h. Et puisque E ne dépend que de R, donc il peut sortir de l'intégrale, et donc il va être égal à 2π RH fois E. Et pour calculer Q intérieur, on va distinguer les deux cas suivants. Le premier cas, c'est lorsque le rayon petit r du cylindre de Gauss est supérieur au rayon du cylindre chargé. C'est le cas du schéma juste à côté à droite. Dans ce cas, on peut écrire que Q intérieur, c'est la charge qui se trouve à l'intérieur du cylindre de Gauss. Donc c'est la partie du cylindre chargé de rayon grand R qui se trouve à l'intérieur du cylindre de Gauss. C'est-à-dire c'est un cylindre de rayon grand R et qui a une hauteur petit h. Et donc Q intérieur, qui est égal à l'intégrale de sigma ds, puisque sigma c'est une constante, va être égal à sigma fois la surface latérale du cylindre chargé qui se trouve à l'intérieur du cylindre de Gauss, c'est-à-dire c'est sigma de pi RH. Alors d'après le théorème de Gauss, on déduit que E, il est égal à sigma fois R sur petit r fois epsilon 0 selon ER. On a obtenu ceci en écrivant que phi, il est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Le deuxième cas qu'on va considérer, c'est lorsque le cylindre de Gauss, il a un rayon plus petit que le cylindre chargé. Et puisque le cylindre chargé ne porte les charges que sur sa surface, c'est-à-dire sur sa surface latérale, alors lorsqu'on est dans ce cas-là, le petit cylindre ne va contenir aucune charge à son intérieur. Et donc, Q intérieur, c'est égal à 0. Et d'après le théorème de Gauss, on déduit que E, dans ce cas, il est égal à 0. D'où finalement, on peut écrire que E, il est égal à sigma fois R sur petit r fois epsilon 0 selon ER. Lorsque R il est strictement supérieur à grand R, il est égal à 0 lorsque R il est strictement inférieur à R. Lorsqu'on va considérer R égale grand R, alors on peut distinguer les deux cas. C'est R égale grand R, mais juste supérieur, et R égale grand R, mais juste inférieur à grand R. Alors on va obtenir deux valeurs différentes. La première valeur, c'est sigma sur epsilon 0 selon ER, et la deuxième valeur, c'est 0. Donc on observe ici qu'on a une discontinuité du champ électrostatique. Et cette discontinuité, elle est due au modèle surfacique de la distribution des charges. Parce que une surface, elle n'existe pas dans la réalité. Même si on a une feuille qui est chargée, cette feuille elle a une petite épaisseur. Donc c'est un petit volume et non plus une surface. Et lorsqu'on est au voisinage de cette surface-là, on n'a plus le droit de travailler avec le modèle surfacique. Voilà, c'est tout pour cette application. Et vous pouvez voir les autres applications dans les exercices trouvés dans la série de travaux dirigés. Voilà, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah.